Le journal de 19h sur Public Sénat, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité politique et parlementaire de ce mardi. Le gel des fermetures de classes en 2012, mais poursuite des suppressions de postes d'enseignants. Annonce de Nicolas Sarkozy aujourd'hui en Lozère que la gauche traite de tour de passe-passe. La réaction tout à l'heure dans ce journal du sénateur socialiste Serge Lagauche, président de la mission d'information sur le système scolaire. Claude Guéant ne désarme pas contre les primaires socialistes, évoquant même un problème grave. Un vent de folie souffle sur la droite, lui répond Martine Aubry. La place des femmes dans la société, thème d'une convention de l'UMP qui met en avant l'indispensable parité, une obligation parfois contournée au sénatorial par des sortants de la majorité qui lancent leur liste dissidente. Nous verrons cela au cours d'un reportage. Et puis, notez-le, Rachida Dati sera également avec nous ce soir pour le récit de son parcours, ce journal donc que publient les éditions XO, pour mieux comprendre sa ténacité et puis également son culot, qui ne fait pas toujours l'affaire d'ailleurs de ses propres amis politiques. Délicate visite aujourd'hui du ministre de l'Éducation nationale au collège Voltaire de Florensac dans l'Hérault, là où une jeune fille de 13 ans a donc été battue à mort hier par le frère âgé de 14 ans d'une autre élève. Luc Châtel a tenu à s'associer à la douleur des élèves et des éducateurs, mais il a été hué en quittant l'établissement. Le Parlement se réunira en session extraordinaire du 1er au 13 juillet sur convocation de Nicolas Sarkozy, avec notamment au programme le débat sur la poursuite des opérations militaires en Libye. Nouvelle charge donc du ministre de l'Intérieur contre les primaires socialistes. Claude Guéant était interpellé aujourd'hui par le député PS Alain Vidali. Nous avons décidé d'organiser des primaires. Nous avons consulté la CNIL, nous avons consulté le ministère de l'Intérieur, nous avons consulté l'ensemble des autorités qui pouvaient nous donner des réponses. Vous ne nous empêcherez pas de donner cet espoir et cette démocratie aux Français. Et je pense qu'il y a un problème grave, parce que publier par différence une liste des opinions politiques des Français, c'est sérieux, c'est grave, et ça mérite autre chose que des brouhahas et des échanges d'onomatopées. Mais il n'empêche que j'ai bien noté que vous reconnaissiez ce problème, que vous étiez prêts à y travailler, et bien nous y travaillons ensemble. Voilà, et la droite devient folle selon l'opposition socialiste Martine Aubry, donc, qui évoque un vent de panique du côté de l'UMP. La réforme du patrimoine votée à l'Assemblée nationale à l'épreuve du Sénat aujourd'hui, où l'opposition a dénoncé à nouveau les cadeaux faits aux riches. Claire de Buisère. Dès le début de la séance et avant même l'examen du texte, la gauche a marqué une nouvelle fois son opposition à la réforme de la fiscalité du patrimoine. Vous portez l'allégresse des riches à son épanouissement. Ce que vous avez voté, c'est une injure sociale. Carton rouge pour le gouvernement, l'opposition considère cette réforme de la fiscalité du patrimoine comme un nouveau cadeau fait aux riches. Le projet de loi de finances rectificative entérine la suppression du bouclier fiscal et l'aménagement de l'ISF. À partir de 2012, il n'y aura plus que 2 tranches d'ISF. Pour les patrimoines d'une valeur comprise entre 1,3 million et 3 millions d'euros, le taux d'imposition est de 0,25%. Pour ceux qui détiennent un patrimoine supérieur à 3 millions, le taux d'impôt est de 0,5%. En 2012, ce sont donc 300 000 personnes qui seront exonérées d'ISF, autant de recettes en moins pour l'État. La réforme de la fiscalité du patrimoine n'est pas financée. Elle va coûter plus cher à l'État et elle est injuste parce qu'elle avantage encore les gros patrimoines. Même le centre, qui soutient la réforme, admet que son financement pose problème. Le but, c'est que cette réforme ne dégrade pas le déficit de l'État. Or, on voit bien que l'équation est un petit peu difficile. On va même chercher des ressources qui n'ont rien à voir avec l'ISF. 300 millions correspondant à la lutte contre la fraude fiscale. Ça n'a rien à voir avec l'ISF. Bon, c'est dire à quel point l'équation est vraiment difficile à boucler. Alors, il faut trouver de nouvelles ressources. Pour cela, un alourdissement de la fiscalité sur les successions et les donations est envisagé. Le texte final devrait être voté au plus tard dans la nuit de jeudi à vendredi.
Prolongation de 24 heures de la garde à vue de Georges Tron. L'ancien secrétaire d'État saura donc à son issue s'il est remis en liberté ou déféré devant la justice à la suite des accusations d'agression sexuelle face aux enquêteurs. Son avocat confirme qu'il a à nouveau contesté toutes les accusations portées contre lui. La parité, thème d'une convention de l'UMP aujourd'hui. L'UMP cancre en la matière, accuse le PS. Jean-François Copé se désole que seulement 23% de femmes siègent au Sénat, 18,5% moins encore à l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UMP pointe le risque que fait courir pour la parité les listes dissidentes. Et elles sont de plus en plus nombreuses à droite. L'enquête de Bérangère Dinglat. Si aujourd'hui les femmes sont plus présentes au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, c'est grâce à la règle du Shabada, c'est-à-dire l'alternance d'hommes et de femmes sur les listes. Un dispositif qui s'applique dans tous les départements où les sénateurs sont élus à la proportionnelle, une règle que certains sénateurs sortants essayent de contourner. Comme la plupart du temps, ce sont nos collègues masculins qui tirent les listes, eh bien la femme est en second. Donc ça met forcément le troisième, un homme, en troisième position, avec peu de chances quelquefois d'être élu. Et c'est pourquoi on voit évidemment fleurir les listes dissidentes, car ils ont plus de chance, en étant tête de liste sur une liste dissidente, de pouvoir être élus. Un véritable problème à l'UMP, puisqu'à quelques semaines des élections sénatoriales, les listes dissidentes ne cessent d'apparaître. En Isère, Bernard Sauger va devoir faire face à plusieurs listes dissidentes, un combat entre hommes dont les femmes politiques seront les premières victimes. Si vous avez des listes dissidentes avec des hommes en tête et que la femme qui est seconde chez moi n'est pas élue, ça sera peut-être soit un siège de gauche, soit un siège à une liste dissidente. Et à ce moment-là, c'est un homme qui passe, puisqu'il y a 3 listes dissidentes avec 3 hommes en tête. Donc effectivement, ça risque d'être une femme en moins. À l'UMP, on reconnaît donc la tentation de certains de jouer leur carte en solo. Mais à l'heure où le parti veut clairement s'afficher en pointe sur la parité, on entend bien combattre les moutons noirs. Ce qui est important, c'est qu'à l'UMP, on soit exemplaire. Donc il faut combattre, c'est ce que nous avons dit ce matin, il faut combattre ces listes dissidentes, mais organisées, je dirais, qui, en fin de compte, n'ont pas encore accepté que les femmes puissent prendre des responsabilités qui sont les leurs ici au Sénat. Reste à savoir si, une fois élus, ces dissidents seront accueillis à bras ouverts ou pas au sein du groupe UMP du Sénat. Tout de suite, les invités du 19h, le sénateur socialiste Serge Lagauche et d'abord Rachida Dati qui vante dans son livre les vertus de la solidarité féminine. Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. Vous publiez donc Fille de Mbarek et de Fatim Zora et en dessous tout de suite ministre de la Justice. C'est la chose la plus improbable qui pouvait vous arriver ainsi qu'à vos parents. Oui, tout est résumé dans ce titre qui a été décidé un peu à la dernière minute en raison du contexte dans lequel on vivait, que ce soit dans la caricature ou la stigmatisation de l'immigration. Et puis on faisait des amalgames, immigration légale, illégale. Donc vous faites dans ce titre, au débat lancé par votre majorité. Hein. Mais parce qu'il y a eu des dérapages aussi, même au sein de notre majorité. À gauche, il n'y a pas d'idée. Donc sur ce sujet, ils n'ont pas de conviction sur ce sujet, de moins en moins de projets. Mais ça démontre aussi que l'immigration n'est pas une contrainte, c'est pas une infraction pénale, c'est pas un boulet, quoi. Voilà. Et ça n'est pas toujours un bonheur. Vous dites qu'il y a toujours des liens indéfectibles qui subsistent, vous par exemple avec le Maroc, et que c'est parfois compliqué à vivre et de concilier les deux. Ce que je décris dans le livre, c'est vraiment le parcours d'une femme française qui part d'une condition sociale, j'entends bien, extrêmement défavorisée, et qui arrive aux plus hautes fonctions de l'État. Ce que je décris sur l'immigration, c'est pour cette première génération, pour mes parents, qui à un moment donné se coupent de tout pour arriver dans un pays qu'ils ne connaissent pas et reconstruisent tout avec dans l'inconnu. Et donc finalement leur seul espoir, mais aussi leur seul engagement et dévouement, finalement il est pour leurs enfants et que leurs enfants s'intègrent dans ce pays qui les a accueillis. Moi je ne connais pas un seul parent, surtout dans cette génération, qui n'ait pas tout fait pour que leurs enfants s'intègrent dans les meilleures conditions dans le pays qui les a accueillis. Et vous vous êtes beaucoup battu, impliqué pour eux-mêmes, hein, vous le racontez également dans ce livre. Une question à l'ancienne ministre de la Justice et puis à la maire également. Comment sanctionner un collégien de 14 ans qui tue une jeune fille de 13 ans? On a vu ça devant donc un établissement scolaire dans l'Hérault.
Moi, je m'étais attaquée à ça lorsque j'étais conseillère de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, parce que c'est un sujet qui m'a toujours préoccupée lorsque j'étais magistrat. C'est-à-dire qu'on a un abaissement de l'âge de la violence, c'est-à-dire que on est de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. C'était le premier constat que je faisais comme magistrat. Et le deuxième, c'est que de dire à un moment donné, il faut mettre tous les moyens en charge pour prévenir cette délinquance des mineurs. Parce que 80% des mineurs sanctionnés ne récidivent pas. Donc ils persistent effectivement un certain pourcentage. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que par exemple, souvent, c'est pour ça que la réforme sur les centres éducatifs fermés n'est pas à prendre à la légère, parce que les centres éducatifs fermés, qui sont des petites unités, des petites structures, avec une vraie prise en charge pour les mineurs délinquants, souvent les mineurs y arrivent quand c'est trop tard ou quand ils ont commis des infractions extrêmement graves, pour ne pas dire des crimes uniquement. Donc moi, j'ai créé comme ministre de la Justice, et je le décris dans ce livre, j'ai expérimenté, et j'espère que cette expérience va se généraliser, parce que je n'entends plus parler, j'ai créé des centres éducatifs fermés avec des prises en charge pédopsychiatriques. Parce que souvent, il y a des troubles du comportement, ça permet de prévenir les addictions, la toxicomanie, mais aussi... Le ton aujourd'hui, notamment avec la réforme engagée, est plus à la sanction. Hein. Non, mais la sanction, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire enfermement ou incarcération, ça veut dire prise en charge. Et donc la sanction, ça peut être une mesure éducative, une obligation d'avoir une scolarité, ça peut être aussi que les parents comparaissent pour venir chercher leurs enfants, comparaissent au moment d'une audience. Parce que souvent, ces mineurs ne sont pas accompagnés ou peu encadrés. Donc l'enjeu des mineurs, sur la délinquance des mineurs, il y a deux choses. D'abord, il faut qu'ils soient jugés très vite. La notion du temps pour un mineur n'est pas du tout la même que pour un majeur. Prenez le cas d'un mineur qui a commis une infraction 6 mois auparavant, si vous lui dites mais tu n'étais pas connu service de police, il dit oh ben non, ça fait très longtemps. Pour lui, 6 mois, c'est très longtemps. Donc la réforme que j'ai laissée sur mon bureau, qui est débattue en ce moment au Parlement, c'est de dire il faut raccourcir les délais de jugement, ou en tout cas de sanctions, que ce soit une mesure éducative ou autre, que ce soit le plus court possible, parce que le temps n'est pas le même pour un mineur. Alors, on lit votre portrait à travers le journal que vous avez rédigé, Rachida Dati. On vous découvre, on le savait déjà, bagarreuse, commandeuse déjà à la maison, et puis alors avec du culot à revendre. Est-ce que vous revendiquez tout cela? Non, mais vous voyez, en fait, vous n'avez pas bien lu le livre. Ah bah le si, culot, quand même, ça veut dire quoi? Non, mais le culot, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va l'expliquer, comment vous avez par exemple forcé les portes. Alors il y a des récits multiples et nombreux. Est-ce que quand vous avez eu votre premier entretien d'embauche, est-ce qu'on vous dit que vous avez eu du culot et que vous avez forcé les portes? Non, je cherchais un travail, j'ai écrit en disant, voilà, vous avez un poste disponible, est-ce que je peux convenir? La personne me reçoit, j'obtiens le poste. C'est pas un reproche quand on vous dit ça. Je vous dis simplement que pour certains, c'est un entretien d'embauche, donc c'est légitime. Puis pour d'autres, c'est du culot. Comme si, effectivement, il y avait moins de légitimité à ce que je puisse être reçu dans le cadre d'un entretien d'embauche. Par exemple, il y a M. Deliri, le premier homme qui vous a fait confiance, un chef de clinique. Là, un directeur de clinique. Il a voulu vous jeter dans un premier temps, puis finalement, vous vous êtes imposé. C'est pas ce qui est écrit dans ce livre. Je dis simplement que dans cette clinique, j'avais 16 ans et demi. Je souhaitais absolument, parce que depuis l'âge de 15 ans, je travaille à plein temps à ce jour, de manière vraiment sans discontinuer, et je cherchais un emploi, même de femme de ménage dans une clinique. Et je suis arrivée pour aller chercher effectivement un formulaire pour remplir, pour demander un emploi. Le secrétariat m'a dit qu'il n'y avait pas de poste, et il y avait le bureau du directeur, auquel j'ai demandé au directeur si évidemment il pouvait m'embaucher. C'est une leçon de vie que vous donnez finalement, parce que vous démontrez que il y a toujours dans la vie l'opportunité de rencontres décisives, ça vous l'expliquez. Donc il faut chercher à les provoquer. Quand vous avez envie de travailler, moi, ce livre, et c'est vrai, est plein d'optimisme et d'espoir. Ça me permet aussi de remercier tous ces jeunes qui m'écrivent pour leur dire que tout est possible à force de travail. Je ne dis pas que c'est facile, mais il ne faut pas se décourager. Mais c'est simplement de démontrer qu'il faut résister, que même si moi j'ai eu des échecs, mais que l'échec n'est pas rédhibitoire. Ça fait partie de la vie. Moi j'ai toujours considéré que, à l'exception de la maladie et la mort, tout était surmontable. Donc voilà. Donc moi j'ai rien à perdre. J'ai travaillé toute ma vie. J'obtenais effectivement parfois l'emploi, parfois je ne l'obtenais pas, mais ça me remettait absolument pas en cause ma détermination et mon envie de travailler. Jusqu'à écrire donc un jour cette lettre à Nicolas Sarkozy, et lui aussi vous a répondu. J'étais magistrat. Non mais j'étais magistrat. Déjà, puis, déjà j'étais magistrat. Voilà, j'étais installé professionnellement. Donc c'est pas du culot. C'est simplement que à l'époque il avait fait un discours sur la sécurité, qui effectivement c'était la première fois qu'un homme politique parlait de la sécurité, la même pour tout le monde sur tout le territoire, et en particulier pour les plus modestes. Et je fais référence notamment aux habitants des quartiers populaires. Voilà. Et donc vous avez une audience auprès de ces jeunes justement qui trouvent en vous un modèle, Rachida Dati. Mais vous parlez bien sûr de vous dans ce livre. C'est l'objet. Beaucoup d'autres.
D'autres également, ceux qui vous ont aidé, ceux qui vous ont accompagné, de votre fille également, dont l'arrivée a bouleversé votre vie, vous le racontez. Est-ce que vous prêtez le flanc aux critiques, qu'on entend aussi dans le 7e arrondissement, paraît-il, une part d'égocentrisme? Dans le 7e arrondissement, alors là, on ne lit pas les mêmes choses et on ne rencontre pas les mêmes gens. Franchement, non mais vous réduisez à un petit microcosme. L'égocentrisme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute ma vie a été dans la solidarité, dans l'aide de l'autre. Vous savez, dans le 7e arrondissement, il y a deux choses qui me frappent. Je fais beaucoup de choses pour les enfants du 7e arrondissement. L'anglais à l'école, l'anglais à la crèche, l'accès au sport, les cours d'échecs, du soutien scolaire, des concours de bande dessinée, tout ça gratuitement. Et les personnes âgées ou isolées. Je suis dans un maire d'un arrondissement où le taux de personnes âgées ou isolées est au-dessus de la moyenne nationale. Il n'y a pas une semaine, ou pour ne pas dire un mois, où je ne mets pas en œuvre une action en faveur de ces personnes. Des goûters, des balles, des tournois de bridge, du sport, l'accès à la culture, le théâtre, aller faire des visites, des expositions, des conférences. Pour souvent, et moi c'est quelque chose qui m'a marqué, je l'écris dans le livre, c'est que lorsque j'étais aide-soignante, de voir ces personnes âgées, souvent ou en fin de vie, ou souvent qui étaient à l'hôpital très seules. Et moi je considère qu'on s'intéresse plus aux structures qu'on ne s'intéresse aux personnes. Donc moi je m'intéresse dans mon arrondissement aux personnes de manière très régulière. Un héritage de votre passage dans les cliniques. Oui, dans les cliniques. Et moi je considère qu'on a un devoir de solidarité vers nos aînés. Bon, alors vous êtes très impliqué dans votre arrondissement, le 7e, c'est vrai, on l'a compris. Rachida Dati, on dit même que vous rêvez de succéder un jour au maire de Paris. Ah bon? Qu'en dites-vous? Je dis simplement que pour l'instant, on a un seul rêve et un seul objectif, c'est que notre majorité repasse en 2012. Voilà oui, l'objectif qu'on nous sommes assignés. Mais le maire de Paris, quand même, attaque aujourd'hui, donc Bertrand Delanoë, attaque le Premier ministre pour une dette de l'État, dit-il, vis-à-vis des Parisiens de plusieurs centaines de millions d'euros. Ce sont les transferts de compétences, comme on dit, qui n'ont pas été financés. Que répondez-vous pour défendre François Fillon, Rachida Dati? Mais c'est bien amené, là. Franchement, mais qu'est-ce que vous répondez? Mais prenez une ligne droite au lieu de faire des virages. On va en parler de François Fillon. Mais écoutez, là, il y a eu effectivement des transferts de compétences. Je sais qu'il y a eu effectivement des décisions de justice qui ont été rendues. Il y a des recours parce que la mairie de Paris a fait des recours. C'est-à-dire qu'il faut que tous les transferts de compétences de l'État aux collectivités soient entièrement financés. Il faut que ça ne coûte pas aux collectivités. Donc moi, j'ai pas le détail de la totalité des financements de ces transferts de compétences. Alors, soyons plus précis. Donc, dans vos combats du moment, il y a votre bataille contre le parachutage de François Fillon dans votre arrondissement. Donc, ça, c'est pour les législatives. On parle de la 2e circonscription de Paris. Oui, je m'interromps. Oui, allez-y. Et ça fait bien partie de votre bataille du moment. Est-ce que vous pensez que ce danger-là a été écarté? Vous avez fait acte de résistance, il faut le dire. Il n'y a pas de danger dans la démocratie. Moi, j'ai pas peur de la démocratie, j'ai pas peur de la confrontation, j'ai pas peur de l'affrontement. Voilà, moi, je suis élu du 7e, je suis maire du 7e arrondissement, je suis conseiller de Paris, je suis très impliqué, comme je viens de vous le dire, dans mon arrondissement. Puis je suis conseiller de Paris, je suis très impliqué dans les projets parisiens, notamment les projets d'aménagement, les sujets de logement, notamment à Paris. Donc, vous parliez tout à l'heure de la parité, de la place des femmes en politique. Et moi, c'était un entretien que j'ai eu avec le président de la République. C'était une évidence que le maire du 7e puisse être investi dans son arrondissement. Donc aujourd'hui on dit, et c'est vrai que c'est un engagement de l'UMP, comme c'est un engagement de Nicolas Sarkozy, plus de femmes, plus de mixité, plus de parité, plus de diversité, et la reconnaissance du travail. Donc ça serait aller à l'encontre des engagements et des principes et des valeurs de notre parti, et à l'encontre des valeurs et les principes que porteraient François Fillon et Nicolas Sarkozy. Donc il faut être cohérent. Donc il faut que la cohérence s'applique aussi en ma faveur. Très bien. Donc, de votre passage dans différentes cités de Chalon-sur-Saône, j'ai oublié tous les noms fleuris de ces cités que vous avez visitées avec vos parents. La Cité de la Liberté était la première. Cité de la Liberté, voilà. Vous avez tiré votre confiance, dites-vous, dans la solidarité féminine, même en politique aujourd'hui, c'est vrai? Par exemple, moi, je voudrais rendre hommage à Marie-Jo Zimmermann, qui fait un travail formidable en faveur des femmes. Il faut se dire la vérité. Roselyne Bachelot, qui est une femme courageuse, c'est une réalité. Mais les femmes ont accédé aux postes de responsabilité beaucoup plus tardivement que les hommes, mais ça crée des liens forcément. D'accord. Est-ce que Chantal Joanneau, vous allez me dire que la question vient de loin là encore, qui va conduire la liste officielle de l'UMP au sénatorial, peut compter sur votre solidarité, Rachida Dati? Triple salto arrière. Là, vous seriez très bon au Cirque du Soleil. Hein, vraiment, ça c'est excellent. Mais on est dans autre chose. Moi, je conteste rien. Voilà. Il y a une liste qui a été décidée par la Commission nationale d'investiture. On en attend 5 sénateurs. Ça explose dans tous les sens déjà aujourd'hui. Moi, je n'y suis pour rien, en particulier. C'est vrai que la droite parisienne aujourd'hui et les nombreux élus parisiens contestent la direction de la fédération parisienne, qui est
pas bien, la preuve, regardez vendredi dernier, ils ont perdu quelques plumes. Donc il faut, à un moment donné, pas s'obstiner. Il faut aussi accepter de se remettre en cause et revoir peut-être la gouvernance. Pour éviter qu'une liste dissidente dirigée par Pierre Charon voit le jour. Pour éviter que nous perdions encore en 2014. Parce que depuis, avec cette direction, depuis 2007, on a perdu toutes les élections. Mais alors, vraiment, on les a bien perdues, quoi. Merci Rachida Dati. Votre livre, donc on rappelle le titre, hein, Fille de Mbarek et de Fatim Zora, est publié par XO Éditions. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de fermeture de classe dans le 7e arrondissement. Non, normalement, je devais en avoir 2 qui devaient fermer, qui n'ont pas fermé. Mais moi, j'ai des enfants. Voilà, je garde les familles, les enfants. Voilà. D'accord. Nous sommes vigilants. En tous les cas, donc aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a annoncé l'arrêt des fermetures de classes dans le primaire en 2012, tout en maintenant les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Le sénateur Serge Lagauche réagit dans un instant après cette illustration d'une recommandation de la mission commune d'information sur l'organisation territoriale du système scolaire qu'il préside, ne plus envoyer de profs stagiaires dans les secteurs relevant de l'éducation prioritaire. Reportage à Drancy d'Aurélien Romano. Fin d'année salutaire pour Julien. Il ne cache pas sa lassitude, même après une seule année comme professeur de maths dans ce collège classé ZEP. Il est enseignant stagiaire, c'est son premier poste. En plus d'élèves parfois difficiles, il s'est retrouvé à la tête de 4 classes d'un coup, un temps plein, comme un titulaire, dès le premier jour. Résultat, il va tout faire pour changer d'affectation. Moi, je sais que quand j'ai démarré, au bout de 15 jours, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter, quoi. Et bon, heureusement, j'ai eu une équipe solide derrière moi qui m'a soutenu et qui m'a encouragé, quoi. Sinon, c'est vrai qu'on est tenté d'arrêter tout, quoi. Soutenue par des collègues comme Anne-Sophie. Elle est professeure de français dans ce collège de banlieue parisienne depuis 5 ans. L'idée d'interdire l'affectation des fonctionnaires stagiaires dans les ZEP, ils sont tous les deux pour. En revanche, pour inciter les professeurs à rester, pas de solution miracle. L'idée de bénéficier d'avantages particuliers, notamment salariaux, si elles restent 15 ans ici, inenvisageable. Ou même de promettre une mutation au bout de 15 ans. Je suis désolée, 15 ans, c'est une vie, quoi, 15 ans. Moi, je vais pas faire 15 ans ici. En cause, les conditions d'enseignement, véritable clé du problème. Pour améliorer la condition de vie des professeurs, ce qu'il faudrait, c'est améliorer les conditions d'enseignement et surtout les conditions d'apprentissage des élèves. En fait, on nous supprime des classes, on nous surcharge les effectifs. On nous empêche le dédoublement de classe, ce qui était quelque chose de très très bien. Quand on a un public un petit peu difficile comme ça, c'était très très bien de pouvoir faire des demi-groupes. Une question de conditions de travail qui pourrait les inciter tous les deux à rester plus longtemps. Serge Lagauche, bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre réaction d'abord à donc l'annonce de Nicolas Sarkozy sur le gel des fermetures de classe en 2012. Bah écoutez, c'est un peu une plaisanterie. 2012, il y aura eu de nouvelles élections, aussi bien présidentielles que parlementaires, et on verra à ce moment-là ce qui se fera avec la nouvelle majorité, qui sera peut-être pas de gauche, j'espère qu'elle soit de gauche, mais qui pourrait être, et pas forcément M. Sarkozy, et j'espère que de toute façon, tout le monde va prôner un changement de politique en matière d'éducation nationale. Avec des embauches, vous voulez dire avec le retour des embauches? Mais il ne s'agit pas d'un problème d'embauche, il s'agit de donner les moyens suffisants dans les établissements scolaires pour que effectivement on puisse personnaliser l'enseignement. Et donc, je voyais votre reportage, il est évident que ceux qui quittent l'école, c'est parce qu'on ne les incite pas à rester, parce qu'ils n'y trouvent pas un intérêt, et donc il faut faire des efforts supplémentaires. Pour faire des efforts supplémentaires, il faut des équipes bien formées qui puissent effectivement s'occuper principalement de ces jeunes qui ont tendance à abandonner l'école. Notamment dans les secteurs d'éducation prioritaire. Alors, oui, là, vous attirez notre attention sur cette priorité dans votre rapport, avec des nouvelles règles que vous prenez pour les enseignants qui se retrouvent là, notamment l'usage des stagiaires. Voilà. Il est absolument incroyable que des enseignants qui ne sont jamais allés devant les élèves se retrouvent dans ces classes qui sont extrêmement difficiles, dont un certain nombre d'enfants sont très perturbés psychologiquement. Donc il faut des gens qui aient du métier déjà. Mais ceux qui ont du métier, ils n'ont qu'une hâte, c'est repartir. Ils n'ont pas qu'une hâte, c'est de repartir. Le cas, hein, oui, c'est souvent le cas. Quand ils ont fait leurs années. Oui, c'est vrai. Et puis c'est le système d'avancement qui existe dans l'éducation nationale qui est à revoir. Il ne faut pas que cet avancement se fasse à l'ancienneté avec les meilleurs postes, prétendus les meilleurs postes à l'ancienneté. Mais il faut aussi que ceux qui y sont allés,
qui ont travaillé soient régulièrement relevés pour que d'autres équipes viennent. Mais qu'est-ce que vous répondez en fait aux parents d'élèves, au personnel, puis également à un nombre grandissant d'ailleurs d'élus de tous bords face aux galères aujourd'hui en raison des fermetures de classes? Car je note que vos réponses ne sont pas forcément celles de la gauche d'ailleurs, ni celles des syndicats. Votre mission a une vision plus large. Notre mission, elle est de constater une situation, de dire qu'à ce moment-là, dans les établissements scolaires, suivant le secteur où ils sont, suivant la région où ils sont, eh bien, il y a un certain nombre de besoins particuliers, que l'ensemble de l'équipe pédagogique se réunit, recense les moyens qui sont nécessaires, s'adresse à l'inspection en leur disant, voilà, si on pense qu'en employant de telle et telle façon, nous arriverons à avoir des moyens. Et puis, cela entraîne l'engagement des collectivités territoriales. Car vous savez que le problème social est crucial dans cette affaire. Donc les collectivités territoriales doivent être partie prenante des programmes éducatifs qui sont faits dans les établissements scolaires. D'accord, mais ce n'est pas qu'une question de moyens. Ce n'est pas qu'une question de moyens à virer. L'éducation nationale, avec son budget, avec ses moyens, même s'ils sont à la baisse au niveau du personnel, pourrait faire mieux. Aujourd'hui, je pense qu'elle pourrait, elle pourrait indéniablement faire mieux, l'éducation nationale. Qu'est-ce qui bloque ? Eh bien, ce qui bloque, c'est que... Ça bloque en haut ou en bas ? Ça bloque en haut. Ça bloque en haut. Si vous voulez, si vous prenez dans certains groupes scolaires de banlieue, on va fermer des classes. Si vous prenez Henri IV, vous avez les meilleurs enseignants dans Henri IV. Et Henri IV pourrait prendre 10 à 15 élèves de plus par classe. Ce sont des enfants qui sont très motivés, des jeunes qui veulent y aller. Donc il y a un tas d'établissements comme ça où on pourrait refaire une définition de quels moyens il faut apporter à ceux qui en ont besoin le plus. C'est tout. Alors ensuite, qu'il soit nécessaire de former de nouveaux enseignants, de les mettre, de bien les encadrer et d'augmenter les effectifs dans l'établissement qui en ont besoin, moyennant les résultats qu'ils auront, eh bien on le fait. Mais c'est pas, nous sommes d'accord, c'est pas un chiffre a priori. On ne dit pas qu'il faut mettre 10 000 enseignants de plus subitement. Non. Il faut répondre à la demande. Alors, vu la destruction qui s'est faite au niveau de l'éducation nationale, il nous paraît on va avoir un travail long pour remonter la pente, parce qu'on ne forme pas un enseignant comme ça du jour au lendemain. On ne forme pas des équipes comme ça du jour au lendemain. Donc il faudra s'atteler et progressivement remonter la pente pour effectivement obtenir des résultats et montrer aux familles, à l'ensemble des collectivités territoriales, à l'ensemble de la nation, que l'on a des résultats. Mais est-ce qu'il ne faudra pas un geste fort de la gauche pour ne pas désespérer le personnel qui attend ça aujourd'hui? Il faudra un geste fort. Il faudra un geste fort vis-à-vis des enseignants qui sont là, à qui on demandera provisoirement un effort supplémentaire, et il faudra avoir des discussions avec leurs organisations pour voir comment on compensera cet effort supplémentaire. Alors, l'éducation nationale, c'était la question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h. On découvre tout cela ensemble. Gel des fermetures des classes en primaire. Faut-il aussi geler les suppressions de postes? Oui, à 78%. Hein. Oui, vous dites... C'est évident, c'est évident. Oui. C'est évident. Mais vous savez, il n'y a pas que dans l'éducation nationale. Hein. Oui. Vous avez toute la fonction publique. Vous avez par exemple la gendarmerie et la police, hein, qui demandent effectivement à nouveau qu'on s'intéresse un peu plus à eux. Merci Serge Lagauche. C'est la 30e édition de la fête de la musique qui a commencé aujourd'hui avec notamment, vous le savez, la musique des îles qui est à l'honneur cette année. C'était le cas dans le jardin du Luxembourg. On le voit d'ailleurs, une série de concerts appréciés. Comme en témoignent certains déhanchements à 22h. Pierre-Henri Gergonne vous proposera le prochain journal de Public Sénat à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, un documentaire sur les immigrés clandestins. À demain. Même si on se sent moins obligé, courage. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr. Une fois DSK hors jeu, à quoi ressembleront les primaires socialistes? Qui l'emportera, d'Hollande, d'Aubry ou de Royal? Le PS va-t-il enfin se trouver un leader incontestable? Les primaires socialistes, c'est donc le thème du débat de la semaine sur Public Sénat avec, pour en comprendre les enjeux, un documentaire exceptionnel sur une autre bataille, celle de Solferino en 2008, ou 15 mois dans les coulisses du PS.
Benoît Duquesne présente Le Débat, samedi à 23h sur Public Sénat.